Bonjour à tous! Nous vous avons préparé avec amour une vidéo traitant des tests alternatifs au Ki2. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la réalisation générale des tests statistiques, nous vous invitons à vous référer aux vidéos déjà réalisées sur cette chaîne à ce propos. Bien que cette vidéo ne traite pas directement des tests du Ki2 d'indépendance et d'ajustement, elle vous permettra néanmoins d'en comprendre l'usage et la réalisation. Attention, cette vidéo ne remplace pas le cours magistral dispensé en amphi par le professeur Giraudot. Cette vidéo est décomposée en deux parties. La première traitant du test de l'écart réduit d'indépendance et la deuxième traitant du test de l'écart réduit d'ajustement. Au sein de ces deux parties, nous verrons dans un premier temps les conditions d'application générale de chaque test, puis dans un second temps les étapes concernant leur réalisation et finirons, à chaque fois, par un exercice d'application. Passons donc directement au test de l'écart réduit d'indépendance. Nous verrons dans un premier temps les conditions d'application de ce dernier. Ce test est une alternative au test du Ki2 d'indépendance, permettant donc dans une situation similaire de raisonner de manière différente, en conservant cependant les mêmes hypothèses et en tirant donc les mêmes conclusions. Ce test est utilisé lorsque l'on souhaite étudier la liaison entre deux variables qualitatives bimodales au sein de deux échantillons indépendants. La question posée lors de la réalisation de ce test est la suivante. Existe-t-il une association entre les deux variables qualitatives étudiées ? Nous allons désormais nous attarder sur les étapes de réalisation de ce test. Une fois que l'on sait quel test réaliser, la première étape commune à tous les tests statistiques consiste à formuler nos hypothèses. Ici, ces dernières seront identiques à celles formulées lors de la réalisation d'un test du Ki2 d'indépendance. Soit H0, l'hypothèse initiale, les deux variables qualitatives sont indépendantes, et H1, il existe une association entre les deux variables qualitatives. La deuxième étape, également commune à tous les tests statistiques, consiste à supposer l'hypothèse initiale H0 comme étant vraie. La troisième étape consiste, à partir des données de l'énoncé, à calculer la proportion commune correspondant à la moyenne pondérée des proportions observées, et ce, au sein de chaque échantillon. La proportion commune, notée P, se calcule via la formule suivante. P est égal à l'effectif de A fois la proportion de A, plus l'effectif de B fois la proportion de B, le tout divisé par les effectifs de A et B additionnés. Si nous prenons pour exemple ce tableau représentant deux échantillons de sujets inclus en fonction de deux variables qualitatives étudiées que sont le fait d'être malade ou non et le fait d'être exposé ou non à un facteur de risque, la proportion commune se calcule comme suit. Cela donne après simplification les effectifs des cases A plus B divisés par l'effectif total des deux échantillons réunis. Une fois la proportion commune calculée, il faut vérifier les conditions de validité nécessaires à la réalisation du test. Ces dernières sont les suivantes avec les variables définies juste avant. En effet, il est nécessaire que l'effectif du groupe A fois la proportion commune soit supérieur ou égal à 5 et que l'effectif du groupe A facteur de 1 moins la proportion commune soit également supérieur ou égal à 5. Cela s'applique également avec l'effectif du groupe B. Une fois les conditions de validité vérifiées, il est désormais possible de calculer la statistique de test notée ZC grâce à la formule suivante. En effet, pour ce test, ZC est égal à la proportion du groupe A moins la proportion du groupe B, le tout divisé par la racine de la proportion commune, facteur de 1 moins la proportion commune, le tout multiplié par 1 sur l'effectif du groupe A plus 1 divisé par l'effectif du groupe B. Une fois la statistique de test calculée, il est possible de déterminer la valeur théorique de test, notée Z alpha, dans la table de la loi normale, au risque alpha demandé. Attention, pour rappel, si ce risque alpha n'est pas précisé dans l'énoncé, ce dernier vaut par défaut 5%. Une fois que l'on dispose de notre ZC et de notre Z alpha, il est possible de comparer ces derniers et de conclure afin de terminer la dernière étape de réalisation de ce test. Si ZC est inférieur à Z alpha, la différence n'est pas significative, l'hypothèse initiale H0 est acceptable et les deux variables qualitatives étudiées sont indépendantes au risque alpha demandé. En revanche, si ZC est supérieur à Z alpha, la différence est significative. L'hypothèse initiale H0 est rejetée et il existe une association entre les deux variables qualitatives au risque alpha demandé. Maintenant que nous avons vu le principe de réalisation du test de l'écart réduit d'indépendance, nous vous proposons un petit exercice pour vous entraîner chez vous, dont voici l'énoncé. Nous vous invitons bien sûr à réfléchir de votre côté et à mettre la vidéo en pause avant de regarder la correction. Bien, nous allons désormais passer à la correction. Tout d'abord, nous allons regarder si l'on peut bel et bien effectuer un test de l'écart réduit d'indépendance. Ici, cette étude inclut deux échantillons distincts de sujets non appareillés en fonction de leur exposition ou non aux produits ultra transformés.
En effet, ces deux échantillons ne sont pas appareillés puisqu'ils possèdent tous les deux un effectif différent. De plus, cette étude étudie bel et bien la liaison entre deux variables qualitatives bimodales. La première est le fait d'être atteint d'obésité. Cette dernière peut en effet prendre deux modalités, être obèse ou ne pas être obèse. La deuxième est le fait de consommer des produits ultra-transformés, pouvant prendre également deux modalités, le fait d'être exposé aux produits ultra-transformés ou le fait de ne pas être exposé aux produits ultra-transformés. Un test de l'écart réduit d'indépendance peut donc bel et bien être réalisé. Afin de corriger cet exercice, nous allons donc raisonner par étapes. La première, comme toujours, consiste à poser nos hypothèses. Ici, l'hypothèse initiale H0 stipule que les deux variables qualitatives être atteint d'obésité et être exposé aux produits ultra-transformés sont indépendantes. L'hypothèse H1 stipule, quant à elle, qu'il existe une association entre les deux variables qualitatives que sont être atteint d'obésité et être exposé aux produits ultra-transformés. La deuxième étape consiste à supposer l'hypothèse initiale H0 comme étant vraie. Une fois nos deux hypothèses formulées et l'hypothèse initiale H0 étant considérée comme vraie, il est désormais possible de calculer la proportion commune notée P avec la formule vue précédemment. En reprenant les données du tableau, la proportion commune P est égale ici à 40 fois 10 40e plus 60 fois 10 60e, le tout divisé par 40 plus 60. Cela donne, après simplification et calcul, 0,2. Maintenant que nous connaissons la proportion commune, nous pouvons déjà présent vérifier les conditions de validité du test. Ces dernières, vues précédemment, sont les suivantes. En effet, il est nécessaire que l'effectif total des obèses fois la proportion commune soit supérieur ou égal à 5, et que l'effectif total des obèses facteur de 1 moins la proportion commune soit également supérieur ou égal à 5. Tout cela s'applique également pour l'effectif total des non-obèses. Après application numérique, nous obtenons des valeurs toutes supérieures ou égales à 5, ainsi, un test de l'écart réduit d'indépendance peut être réalisé. Il convient désormais de calculer la statistique de test notée ZC via la formule suivante. En reprenant les données du tableau, cela donne le calcul suivant. 10 40e moins 10 60e, le tout divisé par la racine de 0,2, facteur de 1 moins 0,2, fois entre parenthèses 1 40e plus 1 60e. Après développement et simplification, cela donne environ 1 sur 12 fois 0,06, ce qui est environ égal à 1 sur 0,72, ce qui donne environ 1,39 en reprenant les données de l'énoncé. Comme nous disposons de notre ZC, il convient maintenant de trouver la valeur théorique de test Z-alpha dans la table de la loi normale pour un risque alpha égal 5%, puisque ce dernier n'est pas donné dans l'énoncé. Ici, nous trouvons Z-alpha égal à 1,960. Pour finir avec cet exercice, maintenant que nous disposons de notre ZC et de notre Z-alpha, il est désormais possible de les comparer et de conclure. Ici, notre ZC vaut environ 1,36 et est strictement inférieur à Z-alpha qui vaut 1,96, ainsi la différence n'est pas significative. De ce fait, l'hypothèse initiale H0 est acceptable et on peut conclure que risque alpha égale 5%, les deux variables qualitatives, être atteint d'obésité et être exposé aux produits ultra-transformés, sont bel et bien indépendantes. Comme vous savez dès à présent tout sur le test de l'écart réduit d'indépendance et que vous avez pu vous entraîner, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo concernant le test de l'écart réduit d'ajustement. Nous verrons donc dans un premier temps les conditions d'application de ce test. Le test de l'écart réduit d'ajustement est un test qui permet d'aborder une situation où un test du Ki2 d'ajustement peut être réalisé, mais d'une autre manière en raisonnant avec les mêmes hypothèses et en tirant donc les mêmes conclusions. Ce test est donc utilisé lorsque l'on souhaite comparer la distribution observée à la distribution théorique d'une variable qualitative bimodale entre un échantillon observé et une population de référence. La question posée est la suivante. La distribution observée de la variable qualitative est-elle conforme à la distribution théorique de la population? Passons désormais aux étapes de réalisation du test de l'écart réduit d'ajustement. La première, comme toujours, consiste à poser nos hypothèses. Ici, l'hypothèse initiale H0 stipule que la distribution observée de la variable qualitative est conforme à la distribution théorique de la population. Cela peut être reformulé par la phrase suivante. La proportion observée est égale à la proportion théorique de la variable qualitative. La différence est due aux fluctuations d'échantillonnage. L'hypothèse H1, quant à elle, stipule que la distribution observée de la variable qualitative n'est pas conforme à la distribution théorique de la population, et cela peut être reformulé par la phrase suivante. La proportion observée dans l'échantillon n'est pas égale à la proportion théorique dans la population de référence. La différence ne s'explique pas du seul fait des fluctuations d'échantillonnage.
La deuxième étape consiste également, comme toujours, à supposer l'hypothèse initiale H0 comme étant vraie. Maintenant, il est nécessaire de vérifier les conditions de validité pour la réalisation du test. Ces dernières sont les suivantes. Ici, n correspond à l'effectif de l'échantillon et π0 à la proportion théorique de la variable qualitative au sein de la population de référence. Il faut donc vérifier que n fois π0 soit supérieur ou égal à 5 et que n facteur de 1 moins π0 soit supérieur ou égal à 5 également. Une fois les conditions de validité vérifiées, nous pouvons désormais calculer la fréquence relative observée de la variable qualitative, notée P, au sein de l'échantillon observé. Cette dernière est égale à n' sur n, où n' correspond à l'effectif de la modalité étudiée et n à l'effectif total de l'échantillon. Pas de panique, si ce n'est pas clair, cela sera revu dans l'exercice d'application. Il est désormais possible de calculer la valeur de la statistique de test, notée ZC, via la formule suivante. En effet, ZC est égal à la proportion observée au sein de l'échantillon moins la proportion théorique au sein de la population de référence, le tout divisé par la racine carrée de la proportion de référence, facteur de 1 moins la proportion de référence, divisé par l'effectif total de l'échantillon. Une fois que la valeur de la statistique de test a été calculée, il est nécessaire de trouver la valeur théorique de test notée Z alpha dans la table de la loi normale au risque alpha demandé. Enfin, la dernière étape de réalisation de ce test, commune à tous les tests statistiques, consiste à comparer ZC à Z alpha et à en tirer une conclusion. Si ZC est strictement supérieur à Z alpha, la différence est significative. L'hypothèse initiale H0 est rejetée. On peut dire que la proportion observée n'est pas égale à la proportion théorique de la variable qualitative, et ce, au risque alpha demandé. En revanche, si ZC est strictement inférieur à Z alpha, la différence n'est pas significative. H0 est dite acceptable, et on peut dire que la proportion observée est égale à la proportion théorique de la variable qualitative au risque alpha demandé. On peut dire que la différence observée est due aux fluctuations d'échantillonnage. Maintenant que nous avons vu le principe du test de l'écart réduit d'ajustement, nous vous proposons un petit exercice pour vous entraîner de votre côté, dont voici l'énoncé. Nous vous invitons comme toujours à mettre la vidéo en pause afin de prendre le temps de réfléchir. Bien, nous allons désormais passer à la correction. Tout d'abord, avant de commencer à raisonner avec les différentes étapes de réalisation du test, il faut s'assurer de bien respecter les conditions de réalisation de ce dernier. Ici, la première phrase de l'énoncé, en rouge, indique que l'étude inclut un échantillon considéré comme théorique, correspondant aux usines pharmaceutiques françaises. La deuxième phrase de l'énoncé, indiquée ici également en rouge, nous indique que l'étude inclut un deuxième échantillon considéré comme observé, correspondant à une usine pharmaceutique quelconque, produisant 300 flacons, dont 50 sont considérés comme défectueux. De plus, l'étude s'intéresse à une variable qualitative correspondant ici à l'état du flacon produit par l'usine, indiqué en vert. Pour résumer le tout, l'objectif de l'étude est donc bel et bien de comparer la distribution théorique à la distribution observée d'une variable qualitative bimodale, qui est l'état du flacon produit par l'usine. Ainsi, un test de l'écart réduit d'ajustement peut être réalisé. Pour précision, cette variable qualitative est considérée comme bimodale car cette dernière peut prendre deux modalités. La première étant un flacon de bonne qualité et la deuxième étant un flacon considéré comme défectueux. Maintenant que l'on sait qu'un test de l'écart réduit d'ajustement doit être réalisé, la première étape consiste comme toujours à formuler nos hypothèses. Ici, l'hypothèse initiale H0 stipule que la proportion observée de flacons défectueux au sein de l'échantillon correspond à la proportion théorique des pertes des usines françaises pharmaceutiques. L'hypothèse H1 stipule quant à elle que la proportion observée de flacons défectueux au sein de l'échantillon de l'usine quelconque diffère bel et bien de la proportion théorique des pertes des usines françaises pharmaceutiques. Nous supposerons ensuite l'hypothèse initiale H0 comme étant vraie. Il faut ensuite vérifier les conditions de validité du test nécessaires à sa réalisation. Ici, ces dernières sont les suivantes, vues précédemment, avec n l'effectif de l'échantillon observé et π0 la proportion théorique de la variable qualitative. En reprenant les données de l'énoncé, l'effectif total de l'échantillon observé noté n vaut ici 300 flacons, et la proportion théorique de perte des usines pharmaceutiques françaises vaut ici 10%. En effectuant une application numérique, cela donne 300 fois 0,1 qui est égal à 30, et 300 fois 0,9 qui est égal à 270. Ces deux valeurs étant supérieures ou égales à 5, les conditions de validité du test sont respectées, et nous pouvons passer à la suite.
Nous pouvons désormais calculer la fréquence relative observée de perte au sein de l'échantillon, notée P. Ici, P est égal à 50 flacons sur 300, soit 1/6, ce qui donne environ 0,17. Ensuite, il est possible de calculer la statistique de test notée ZC via la formule vue précédemment. Ici, grâce aux données de l'énoncé et les aides au calcul, nous trouvons ZC environ égal à 4,12. Maintenant que la statistique de test est calculée, il convient de trouver la valeur théorique de test notée Z alpha dans la table de la loi normale au risque alpha demandé. Ici, ce risque alpha n'étant pas précisé, ce dernier est considéré comme étant égal à 5%. Ainsi, il est obtenu Z alpha égal à 1,960. Enfin, la dernière étape de cet exercice d'application consiste à comparer notre ZC calculé au Z alpha obtenu, et ainsi en tirer une conclusion. Ici, notre ZC vaut environ 4,12 et est donc strictement supérieur à notre Z alpha valant 1,96, ainsi la différence est significative. L'hypothèse initiale H0 est rejetée, et nous pouvons conclure qu'au risque alpha égale 5%, la proportion de flacons défectueux dans l'échantillon observé est significativement différente de la proportion théorique dans la population de référence valant 10%. Les fluctuations d'échantillonnage ne suffisent donc pas à elles seules à expliquer la différence observée entre les deux proportions. Voilà, c'est déjà la fin. Nous espérons de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé à comprendre certaines notions abordées dans ce chapitre. Nous vous souhaitons un bon courage dans vos révisions, ainsi qu'une belle réussite. Un grand merci à toute l'équipe de biostatistique et d'imagerie médicale, ainsi qu'au FacLab pour le support technique.